Bienvenue sur le podcast d'Ele, le point de rencontre où experts et passionnés se retrouvent pour explorer les territoires du software asset management, du cloud et des achats IT. Prêts à devenir des maîtres en la matière? Gardez l'oreille tendue et laissez-vous guider dans cet univers fascinant. Bonjour à tous et bienvenue dans Ele, le podcast, le premier podcast dédié au software asset management et aux achats logiciels. Tous les mois, nous recevons un expert qui partage les bonnes pratiques, son expérience. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien. Julien, je te laisse te présenter. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Julien, donc je suis négociateur, effectivement. Mon métier, il est d'assister, de former et d'accompagner des entreprises sur la conduite de leurs négociations, généralement les plus sensibles. Donc, sur le parcours, mais je vais être très rapide là-dessus. Moi, je suis un pur produit de l'entreprise. De l'autre côté des achats, parce que j'étais dans la vente, en fait, 10 ans de vente en tant que commercial, responsable commercial, dans des éditeurs de logiciels notamment. Et puis après ces 10 années, cabinet de conseil et puis édition de logiciels en SaaS. Et puis passionné par la thématique de la négo, j'ai repris mes études. J'ai fait 4 années dans un laboratoire de recherche à la Sorbonne à étudier ça. Et au bout de ces 4 années, j'ai fondé l'Institut NERA. Aujourd'hui, donc depuis 2016, on a un prisme client qui est très large et comprendre nos clients, c'est comprendre en fait ce qu'on fait. Ça va de certains éditeurs qu'on accompagne, qu'on forme. Notre premier client historiquement, c'est Total Energy. On forme le top 300. On a des gens dans des cabinets de conseil. On a 3 Big Four sur les 4. On a des gens dans la grande distribution. Tu vois, semaine prochaine, je suis avec Carrefour. On a Intermarché. On a des gens aussi qui sont d'autres types de structures, grande distribution, que tu vas retrouver dans les magasins, des enseignes. Tu vois. La semaine dernière, j'étais avec C'est moi, le chocolatier, et d'autres, je ne vais pas forcément nommer tous. Et puis j'ai la chance aussi de partager mon travail avec d'autres types de structures plus étatiques, type police, gendarmerie, sur la conduite de leurs négociations. Donc, j'ai pas d'expertise sur le métier des gens et je suis assez admiratif en plus du métier que vous faites vous, parce que vous avez en plus de l'expertise négo, une très très grosse expertise beaucoup sur cette niche qui sont les éditeurs. Nous, on n'a pas cette expertise métier, nous, on a vraiment l'expertise sur la mécanique de décision. En fait, on se rend compte que quand tu négocies avec un fournisseur, quand tu négocies avec un collaborateur, quand tu négocies avec un directeur des achats, un directeur commercial, un enfant ou un forcené, et on peut être enfant et forcené au même niveau de négo, et tu sais, parce que tu as des enfants en bas âge. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir comment les enfants négocient, parce que c'est la manière dont tu négocies dans le monde adulte, à peu de choses près. Alors, en fait, pour finir le propos, c'est que la manière dont on négocie, c'est toujours la même. La seule chose qui diffère, c'est ton enjeu, tu vois? Et pourquoi je te dis que c'est marrant, la manière dont tu négocies avec un enfant, c'est que toi, sans trahir un secret, tu as 2 enfants qui ont des âges séparés. Heu, Quand tu leur demandes de faire quelque chose, quand ils sont jeunes, à 3-4 ans, la réponse que tu vas avoir, c'est non. Moi, il est un peu plus grand, il a 8 ans, mais je crois qu'il en a 7. La réponse que tu vas avoir, c'est plus non, parce qu'ils ont compris que c'était un piège. C'est attends. Et Ouais. quand ils sont un peu plus grands, à 12-14 ans, la réponse que tu vas avoir, c'est oui. Et en fait, ils le feront pas. Et en fait, tu as des gens encore qui pensent que la négociation, elle commence quand tu as un non, alors que pas du tout. La négociation, elle commence quand l'autre peut te dire non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est je vois très à bien. partir du moment où tu lui demandes de prendre une décision, tu es déjà en négociation. Et la négociation, elle commence quand tu as un oui. Quand tu demandes à ton fournisseur ou même à ton enfant: «Range ta chambre» et qu'il te dit «oui», et en fait, oui, oui quand, Il le oui fait pas. comment, oui de quelle manière, tu vois? En fait, la pire des négociations, d'une certaine manière, c'est la négociation dans laquelle tu rentres et tu sais même pas que tu es en train de négocier. Mais tu vois, Est-ce je fais le petit parallèle avec les enfants parce que enfin, vraiment, j'ai eu cette prise de conscience il y a quelques mois qu'en fait, les enfants changeaient leur rapport à la négociation en grandissant et qu'après, quand tu es dans le monde adulte, les gens comprennent pas: «Mais il m'a dit oui, donc il y a pas de négo». Mais non, tu te trompes. Il t'a C'est dit oui parce dans qu'il t'a son dit oui. référentiel. Mais Oui, peut-être que peut-être à un oui, autre moment. c'est ça, et puis peut-être, Oui, enfin, non je veux dire, engageant. exactement, et si tu veux ne pas avoir d'accord en négociation, le meilleur moyen de le faire pour pas te prendre la tête, c'est de dire oui à l'autre, réellement. Sans aller sur des cas d'actualité, parce que ça nous amènerait trop vite sur le point Godwin de la négociation, c'est de parler de Trump. Mais Ouais. heu, non, mais tu fais Russie, États-Unis,
Poutine, il dit oui à tout. Et à chaque fois que tu as un sommet avec Trump ou avec Rien ne se d'autres passe. puissances mondiales, ils ont dit oui, c'est génial. Dans les faits, 2 semaines, un mois après, il ne s'est rien passé. Oui, je suis d'accord avec toi, Tu vois? effectivement. Je suis désolé parce que j'ai divergé, je sais Non, pas pourquoi je suis non, arrivé non, juste là. mais En fait, c'est c'est les très. enfants qui m'ont amené là-dessus. Non, non, mais Voilà. c'est excellent, merci Julien. Et la première fois qu'on s'est contacté, C'est il y a je t'ai quelques écrit années. sur LinkedIn et je t'ai dit, je suis pas d'accord. Ah oui, c'est possible. Et je t'ai écrit, parce que j'ai regardé ton TED et j'ai dit, bah Oui. écoute, je suis pas d'accord parce que j'ai pris un exemple d'un fournisseur SaaS qui dit, bah, il coupe, tu es obligé de faire un compromis. Et après, tu as dit, attends, il faut qu'on discute. Et on a fait une formation ensemble avec toute mon équipe, Ouais. etc. Et ça a commencé comme ça. Ouais. Euh, Mais en donc, fait, juste pour comprendre sur le compromis, parce qu'un TEDx, c'est court et ça simplifie la pensée, peut-être à outrance. Euh, le compromis, la réalité, c'est que il n'est pas à bannir. C'est pas le propos non, de non, ce non, c'est TEDx. clair. C'est juste de dire que si tu fais un compromis pour t'acheter la paix sociale par simplicité, c'est dommage, tu as quelque chose à y perdre. Et il y a beaucoup de négociations où tu n'as pas besoin de faire des compromis. Après, tu as des négociations où forcément, sur certains critères, tu es obligé d'aller chercher le meilleur des deux mondes et ça passe par peut-être par une notion de prix, de temporalité, on s'en fout. Et tu es obligé de faire cette partie du chemin parce que tu n'as pas d'autres axes qui vont créer de la valeur. Mais si tu as d'autres axes dans ta négo qui vont t'apporter de la valeur, c'est dommage de te sacrifier sur l'autel de l'accord. Et je viens de regarder, je partage tout à fait. Et c'était en 2020, 10 janvier Ouais. 2020. C'était post-Covid, je crois, un truc comme ça, ouais. Non, juste avant, juste avant. Je Juste t'ai écrit. avant? Oui, alors, t'as raison, on s'est vu après le Covid. On a fait Ouais. ça après le Covid. Mais je t'ai écrit en disant, je viens de prendre connaissance de votre TEDx, vos propos sont intéressants. J'aimerais savoir si vous avez pu négocier avec des éditeurs. Et en fait, je suis pas d'accord. Attends, Euh, je sais même pas, voilà. qu'est-ce que je t'ai répondu? Merci pour Euh, le message. N'hésitez ouais, pas à partager le TED c'est à votre ça. Et puis réseau si vous aimez. ensuite, on s'est appelé. Ensuite, on s'est appelé. Ah ouais, ouais, incroyable. Donc, revenons à notre sujet. L'idée aujourd'hui, c'est de parler des négociations avec les éditeurs, pardon. Et l'idée, c'est comment on essaye de reprendre la main. Chez Aidé, on a fait évoluer nos méthodes avec des réflexions, nos expériences, un certain nombre de choses. On se nourrit de plusieurs choses. Mais souvent, dans le logiciel, on a parfois le sentiment de négocier avec un pistolet sur la tempe ou une grenade sur la table et que on est dépendant et qu'il y a une énorme peur chez les dirigeants, chez les DSI, les CPO, les CFO, que du jour au lendemain, eh bien, l'outil soit débranché, que si on n'a pas d'accord le 31, le premier, ça soit coupé. Et donc, comment en fait on arrive à négocier avec ces éditeurs lors de un peu de prise d'otage. Il y a certains clients qui me disent, je suis pris en otage. Hum. Ouais. C'est une question qui est très vaste, hein. Mm. Mais le mot qui retient mon attention déjà dans ta question, c'est cette notion de peur. Euh, Nous, dans notre référentiel, on a un concept qui s'appelle peur-espoir. C'est-à-dire que si je te demande à l'instant T comment tu te sens, Guillaume, ici et maintenant, tu vas sûrement me dire, bah, ça va, je suis assis, je Mm. suis chez moi. Ouais. Et en fait, la première émotion qui vient dans l'interaction à l'autre, ou même depuis tout jeune, c'est cette notion de peur-espoir. C'est cyclique, c'est comme un balancier. La peur, c'est une projection mentale dans le futur qui est liée à une perte ou à un danger. Ok. Et l'espoir, c'est une projection mentale qui est liée à un bénéfice ou à un gain. Et en fait, on parle de peur-espoir parce que c'est une dynamique. Plus je vais avoir peur de louper mon deal, plus je vais avoir l'espoir de le réussir, et plus je vais avoir l'espoir de le réussir, plus j'ai peur de passer à côté, et je suis potentiellement en dépendance. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, on enregistre ce podcast quelques jours après le match de la France Mm. contre l'équipe anglaise au rugby, avec une pénalité sortie de l'espace par Ramos à la dernière seconde. Soit tu te dis, au moment où je tape la pénalité. Si je gagne, ça fait 20 ans qu'on n'aura pas eu 2 titres d'affilée de Grand Chelem. J'ai un stade qui va être incroyable. Je serai Pression sacré maximum. peut-être pression maximum. Euh,
j'ai toute l'équipe qui est derrière. Enfin, je vais être sacré homme du match, même si c'est pas lui qui l'a été, mais bon, il fait un match incroyable, épique. Si j'ai tout ça au moment de taper le ballon, je pense que c'est compliqué parce que tu es dans le peur-espoir. Et en fait, tu essayes de contrôler cet incontrôlable. Si tu te dit, voilà, moi je suis à un niveau de performance où les deux pieds sont dans le sol, je commence mon protocole, ma checklist. Ah tiens, il y a le capitaine de l'Angleterre qui s'excite, je reste dans le ici et maintenant pour pas me laisser happer par quelque chose. Euh, à ce niveau de compétition, des pénalités ou des entraînements au pied, j'en ai fait des centaines de milliers. Je suis comme à l'entraînement. Pour les sportifs, on va parler de flow technique, tu vois. Tu es dans le moment présent, tu as plus de chances de performer et d'avoir un coup de pied relâché avec une distance, je crois, c'est 45 mètres, un truc comme ça. Ouais, Qui t'es loin. elle est pas à côté. Et puis plein centre, tu vois. Euh, ce qui va nous amener de la pression en fait en négociation, c'est cette volonté de contrôler l'incontrôlable. C'est très paradoxal, hein, mais plus mon objectif en négo, c'est d'avoir un accord, moi je suis bon. Plus mon objectif dans la vente, c'est de vendre, moi je suis bon. Je vais te donner le parallèle. Mm. Je coach des commerciaux qui me disent, moi mon objectif c'est de vendre. T'as rien compris. Parce que vendre, c'est le résultat. Et le résultat, c'est la conséquence de ton travail. Or, la conséquence, ça peut pas être un objectif. Parce que tu ne le contrôles pas. Si Guillaume, tu me dis demain, je veux perdre 3 kilos, soit ton objectif, c'est de dire tous les matins, je veux perdre 3 kilos, et tu te répètes en mantra, je veux perdre 3 kilos, soit tu dis, OK, qu'est-ce que je contrôle? Bon, ben, mes objectifs, ça va être de manger 800 calories par repas, ça va être de faire 200 calories, deux sorties de 45 minutes pour le cardio, c'est faire, j'arrête l'alcool, trop calorique, j'arrête le sucre, trop calorique. Peut-être que si tu fais ça, tu vas perdre que 1 ou 2 kilos, mais peut-être que tu vas en perdre 4 ou 5. Parce que là, tu peux le contrôler ton process. Plus tu dis je veux avoir un accord, plus tu es dans peur-espoir, et plus tu te mets otage toi-même de cette négociation. Tu crées les Ouais, connexions dans ta peur de tête pour faire. l'échec. Mais oui, mais peur de l'échec de quoi? Mais peur de l'échec. En fait, moi, les gens que je coach ou que j'accompagne, mais peur de l'échec de quoi? Désolé, parce que j'aurais deux, trois citations un peu philosophiques, mais en fait, c'est juste revenir au bon sens. Marc Aurèle nous dit, qu'as-tu peur de perdre dans cette vie alors que rien ne t'appartient? Je reprends le propos de Nicolas Clément qui forme à la négo en Asie, et avec une phrase pleine de bon sens, tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais eu. C'est pas un échec puisque tu n'as pas l'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et si tu te dis j'ai peur de l'échec, c'est que dans ton référentiel, tu vois déjà ce que tu as perdu. Et forcément, ton cerveau, il a une aversion à la perte, on le sait depuis Kahneman notamment. Ouais, il nous le rappelle. Mais si tu vois la négociation comme ça, tu deviens dépendant de l'accord et tu deviens otage de cet accord. Et donc, comme tu es otage de cet accord, tu n'oses pas dire non. Comme tu n'oses pas dire non, tu te mets la pression et tu vas faire des compromis tout pourris. La réalité, c'est que tu l'as pas l'accord. Donc, tu n'as rien perdu, tu n'as rien gagné. Sauf que plus tu veux avoir cet accord, plus tu crées les connexions pour perdre cette capacité à dire non et être otage de l'accord. Plus tu te dis, qu'importe le résultat, ce qui va m'importer, c'est le process. C'est de me préparer de manière exceptionnelle avec mes équipes, c'est d'écouter. Enfin, tu vois, je me prépare pour avoir l'autorisation d'écouter. Maintenant que j'ai l'autorisation d'écouter, j'écoute pas pour répondre, j'écoute pour comprendre. OK, maintenant que j'ai fait ça, dans mon process, je vais créer cette sécurité psychologique, ce lien à l'autre. Une fois que j'ai fait ça, j'ai eu l'autorisation d'influencer. Et là, je vais chercher des dissonances, je cherche à augmenter l'autre, je cherche un champ des possibles différent. Une fois que j'ai ça, j'ai un oui. Attention, Achtung. Le oui, il veut rien dire, on l'a vu il y a quelques minutes. Parce que là, quand j'ai un oui en négociation, c'est le moment où j'étais dans mon process et là, j'ai mon balancier qui commence à s'exciter. Parce que quand il vient de me dire oui, moi en tant que commercial ou en tant qu'acheteur, je vois l'outcome, je vois les conséquences. Tiens, je vais faire ma target, je vais gagner l'argent, je vais être dans le cercle. Je vais sécuriser mon CRM, etc., etc. Voilà. Et en fait, non, il y a rien. En négociation, si je veux te faire perdre pied, je te dis oui. Et toi, tu le sais très bien, la majorité des concessions en négo, elles ont lieu en fin de négociation. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus perdre ce qu'ils n'ont jamais eu. Et ils se sont mis otages de l'accord. Donc, quand j'ai un oui, je reste dans le système, je sécurise. Quand tu viens de me dire oui, Guillaume, tu viens de dire oui à ce que tu viens de comprendre ou à ce que je viens de dire? Déjà, si ta réponse, c'est de réfléchir, c'est qu'on n'est pas aligné. On va préciser le qui, le quoi, le où, le quand, le comment.
Euh, tu vois, là, je suis sur une négo différente qui est sur une structure par rapport à l'IA, ou avec un prestat qui devient partenaire, on était sur un revenu cher. Au revenu cher, terme anglais, ça veut dire quoi? Eh ben, à un moment donné, obligé de dire, écoute, juste pour être sûr, alors que la négo est pas facile, hein. Qu'est-ce que tu entends par revenu cher? Est-ce que ça veut dire c'est un partage de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est un partage de marge? Tu vois, c'est pas la même chose, hein. Oui, exact. Oui. Et il y avait une incompréhension là-dessus. Donc, je pense, et c'est comme ça que nous, on coach les gens, l'objectif, c'est de suivre un système. Ce système, il nous permet de créer les conditions pour obtenir le maximum tout en respectant l'autre. Mais il n'est pas d'avoir un accord. L'accord, c'est la conséquence de ce que tu fais. Et plus tu veux contrôler l'incontrôlable, et plus tu deviens otage de l'accord, et plus comme tu deviens otage de l'accord, tu te mets cette pression. Et quand tu es dans peur-espoir, qui sont des projections dans le futur, tu n'es plus dans ce ici et maintenant. Et donc tu perds tes propres capacités, tes propres compétences dans un ego. Crois-moi, c'est tout sauf un problème technique. J'accompagne des gens qui techniquement sont des brutes, mais ils sont otages de leurs propres émotions. Ils sont otages de leur propre vision, de la propre représentation qu'ils ont du monde. Et donc cette peur, il ne faut pas avoir peur de la peur. Tu vois, cette peur, elle est légitime. Elle vient nous donner une information. C'est comment est-ce qu'on utilise cette information pour ajuster sa réflexion, sa décision. Il ne faut pas avoir peur de la peur. À l'inverse, il ne faut pas espérer l'espoir. Parce que quand j'espère l'espoir, eh ben, en fait, je me prépare moins, je suis moins vigilant ou je vais faire des concessions inutiles pour emporter cet accord. Je ne sais pas si tu vois si c'est assez clair, Guillaume. Non, non, je vois très bien. Et la difficulté qu'on peut retrouver dans les négociations qu'on a chez les avec nos clients, c'est que le sentiment de ne pas renouveler un accord ou de ne pas mettre en place un accord met en péril toute une structure aujourd'hui avec les solutions SaaS, Cloud, IA. Mhm, Tu ne renouvelles pas ton contrat. Est-ce que c'est 10% de ton entreprise qui s'arrête, 100% si c'est de la messagerie? mhm. Et on est vite sur ces enjeux-là. Ouais. Ce que je retiens potentiellement, c'est de se dire, je me concentre sur un peu mon process comme Thomas Ramos, je fais Mm. abstraction, je me concentre sur ce que je peux maîtriser et je fais le maximum pour obtenir le meilleur accord possible. Et un, c'est la première chose. Et deux, euh, je garde en tête le plus gros défaut de Bernard quand il fait du ski. Je ne sais pas si tu vas avoir la référence. Le planter de bâton. Là, c'est les Hein. bronzés font du ski. Le plus gros défaut de Bernard quand il fait du ski, il est égoïste. Ah Et oui, en c'est fait, vrai. Oui, exact. et en fait, cette phrase, pour moi, elle est merveilleuse. C'est que là, quand tu me décris ton problème, tu me le décris comme un égoïste. C'est-à-dire que Ouais. les gens que j'accompagne, ils voient ce qu'ils vont gagner ou ce qu'ils vont perdre. Ok, mais t'es égoïste. En fait, la réalité, c'est concentre-toi sur le référentiel de l'autre et dans son monde. Nous, notre principe numéro un en négociation, c'est que l'être humain est animé par un espoir de bénéfice pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton éditeur, quand il vient dans la négociation, c'est forcément quelque chose qu'il a gagné ou quelque chose qu'il veut éviter de perdre. Et Ouais, peut-être que mais lui, dans son référentiel, ce qu'il a à gagner, c'est énorme, même si pour toi, c'est rien du tout. Peut-être que tu pourrais me dire, oui, mais cette organisation, elle pèse des milliards. Moi, je suis un tout petit player. Je suis que dalle. J'ai aucune marge de manœuvre. Il peut m'imposer des trucs. Sûrement, factuellement, tu as raison. Mais tu n'en as aucune idée. Peut-être que ton acheteur en face, il a besoin de ce deal pour faire sa target de quarter ou de fin d'année. Peut-être qu'il vise une promotion. Peut-être que dans son référentiel, son portefeuille client, je vais te dire une bêtise, il a X customers et il veut pas en perdre un parce que sinon il se met en dépendance et il a un autre customer qui lui met la pression de malade et il se dit, bah voilà, moi j'ai besoin d'avoir un portefeuille qui est un peu plus hétérogène. Alors peut-être que Pierre-Paul Jacques, c'est 5-10% de mon portefeuille à moi. Mais pour la boîte, c'est que dalle, hein, c'est 0,001. Mais moi, dans mon ouais, mais portefeuille, c'est s'il le 10%. perd, il doit faire plus à côté. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, tu sais, quand je forme des acheteurs, ils ont toujours la perception qu'ils sont en dépendance
à des fournisseurs ou des vendeurs incroyables. Et quand je forme des vendeurs, Pareil. réellement, non, la première chose qu'ils me disent, c'est nous, on est trop cher, quelle que soit l'industrie. Nous, on est trop Ça, cher. ça me rappelle des discussions. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, chacun a la perception que l'autre a Mm. plus de pouvoir. Parce que je peux pas me passer de telle structure, et les autres, ouais, mais ils ont du pouvoir parce que nous, on est trop cher par rapport à nos concurrents. Et en fait, le problème, c'est qu'on se regarde le nombril et on regarde pas la valeur qu'on apporte à l'autre réellement. C'est Co- ça aussi qu'il faut garder en tête. Comment tu fais du coup pour comprendre un peu le référentiel de l'autre? Est-ce qu'il est rémunéré sur le new, sur le renew, sur la totalité du contrat ou sur l'année uniquement, la première année du contrat? Euh, Comment tu fais pour identifier un peu tout ça? Déjà, la première chose à faire, c'est diminuer la peur chez lui. Parce que si lui, il a peur, s'il voit ça, bah, s'il voit ce rapport, cette négociation comme un rapport de force, il a aucune raison de te donner de l'information. Alors l'information, soit tu l'as parce que ça fait longtemps que tu as dans le compte, tu étais dans le Hmm, compte chez ton client, donc tu as une connaissance de l'écosystème, tu as de l'OSINT, tu vas chercher de l'information sur internet, de manière légale, bien évidemment. hmm. Heu, hem, ou tu es en capacité d'avoir de l'information différemment parce que tu connais des gens sur place. Mais si tu l'as pas cette information, en fait, c'est à lui de te la donner. Et pour qu'il te la donne, c'est pas une question de confiance, c'est une question d'absence de peur. C'est-à-dire que tu dois diminuer la peur, chez ton interlocuteur. Pourquoi? Parce qu'on dans notre travail, on a 3 niveaux de peur, pour dire les choses simplement. Si on rentre dans une interaction et que tu as peur légitimement, les réponses que tu vas avoir, ça va être attaquer, c'est fuir. Et on le voit dans beaucoup de Ou pas répondre, négociations. ou juste pas répondre. Faire des Oui, mais réponses bateau. c'est Ouais, fuir, c'est la fuite. La fuite, ouais, ouais, c'est le no-show, c'est le ghosting, ouais. tu vois? Donc, OK, ça, les réponses que je vais avoir, effectivement, c'est typiquement ce qui va me permettre d'aller chercher des compromis, des rapports de force, de l'agressivité, de la violence, et parce que tu as peur. Une fois de plus, le matin, Guillaume, il se lève pas pour me pourrir la vie. Guillaume, il se lève pour protéger son territoire. C'est pas la même chose. Mm. Donc vous pourriez vous dire: «Oui, mais je vais négocier avec telle entité, entreprise américaine, c'est des agressifs, des violents». Non, ils ont rien contre vous. Ils s'en foutent de vous. Par contre, ils veulent protéger leur territoire et vous êtes potentiellement un obstacle sur ce territoire. Et donc quand il y a de la peur, les réponses qu'on va avoir, c'est attaquer, c'est fuir, c'est une temporalité présente. Notre propos, il est de dire: on va diminuer la peur, et si on diminue la peur, la personne derrière va être capable de réfléchir, de sortir de ses réflexes archaïques de attaquer, c'est fuir, pour aller chercher dans ses expériences passées ce qu'elle a pu faire avec, des fournisseurs, comme le vôtre, pour s'ouvrir un champ des possibles. Là, en fait, on va chercher dans notre stock de notre base de données, notre data, des expériences passées et qui ont fonctionné et qu'on va essayer de répliquer, et ça va apporter davantage de valeur. Maintenant, là où on a besoin d'avoir un move un peu plus audacieux, c'est de diminuer encore cette peur pour que la personne soit sur une absence de peur, un peu comme tes enfants. Parce que Mm. les enfants, quand ils ont pas peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent. Et quand ils jouent, ils font quoi? Ils sont créatifs et ils sortent du cadre. Et ils sont capables de se projeter dans le futur. Et ben, nous, on a besoin que cet acheteur, il ait pas peur pour être capable de se projeter dans le futur et qu'il puisse dire: «OK, là, je suis en train de faire une négociation unique, unicité de temps, de lieu, d'action et de personne. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça tout en sachant que, mais en prenant en considération cette contrainte?» Et il faudrait pas oublier ça. Mais pour que la personne, elle sorte du cadre, pour que la personne, elle explore des nouveaux chemins, pour que la personne, elle co-construise avec toi et elle te donne cette data qui est de dire: «Écoutez, heu, cette information, elle est importante», sans qu'elle ça la mette en dépendance, mais que ça augmente la valeur, il faut qu'elle ait pas peur. Et donc en fait, d'une certaine manière, il faut avoir cette capacité à créer du lien à l'autre, et qui est une vraie compétence, hein, à faire preuve d'empathie dans le référentiel de l'autre, sans le juger, pour bien comprendre son référentiel. Et quand je suis en capacité d'apporter cette absence de peur, je vais chercher ce qu'on appelle une sécurité psychologique et donc davantage de performance dans ma négociation. Et ça se fait pas en réunion Teams. C'est C'est compliqué. compliqué. C'est compliqué. L'empathie, elle est compliquée de manière digitalisée. Ça veut dire, imagine-toi, la personne avec qui tu vis. Je suis persuadé que dans certains moments de votre vie, vous avez des incompréhensions sur WhatsApp ou par SMS, où tu Ouais, es obligé de mettre un émoticône ou j'ai pas compris, mm, et tu vis avec. Donc, bien sûr, bien imagine sûr. avec ton acheteur que tu vois 1 heure, toutes les semaines, ou Ah mais c'est pas en fait, le Teams, il y a un truc qui transpire pas.
Cette relation humaine, elle est compliquée. On Bah, voit que tu vois le l'empathie cadre, tu digitale, vois juste les épaules, la tête, et terminé. Tu captes pas tout le non-verbal. tu vois Euh, pas, tu vois ce que l'autre veut bien te montrer, en fait. Et puis oui, et puis on est, enfin, on garde en tête, on est des animaux sociaux. Tu vois, ce qui a presque le plus tué pendant la période de Covid, c'est l'isolement, chez les seniors ou chez certaines personnes. On est des animaux sociaux, Non, mais et on a besoin de ça. tu as tout à fait raison de le rappeler. Je pose cette question à dessein parce que de plus en plus, on a la tentation à multiplier les réunions, etc. et potentiellement les réunions stratégiques, Mmh. mais jamais on prend le temps d'aller négocier chez le fournisseur. Enfin, après, le choix du terrain, c'est discutable, mais peu importe, de se voir. Et c'est extrêmement important de faire ça pour moi, au moins plusieurs fois dans les échanges, physiquement, et même avant, de comprendre tous ces enjeux. Fais le parallèle avec une relation d'amitié. Si tu te fais un pote depuis une semaine, c'est compliqué au bout d'une semaine de l'inviter à ton déménagement. Ouais. Tu as investi la relation et le jour où tu as besoin, à la limite, ils seront là. Mm. C'est la même Mm. chose dans la négociation. Il faut investir sur la dimension des personnes avant d'investir sur la dimension des problèmes. Moi, j'ai beaucoup de Mm. négociations, où en fait, heu, le problème qui des fois sont des problèmes assez structurants, sont résolus en 30 minutes. Mais par contre, T'as investi avant sur les personnes. non, mais il y a eu 2 heures de Ah bah ouais. déjeuner, de réunion Ouais. avant et puis à un moment donné, le truc il arrive et c'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'absence de peur. J'ai la sensation que notre génération, je veux bien ton regard là-dessus, qui est pas la génération un peu plus ancienne que la nôtre avait plus ce réflexe. En tout cas, moi, quand j'ai travaillé, j'ai l'impression au début de ma carrière que c'était plus le cas. On fait de moins en moins de déjeuners clients. Ah, Chez moi, les ouais, jeunes ouais, commerciaux, ils en font ouais. quasiment plus. Ah Moi, je oui, continue à essayer peut-être, d'en oui. faire, mais Oui, les jeunes oui, commerciaux, oui. là, Je suis 20 ans, d'accord, 30 ans, ouais, ils oui. en font plus. Ils vont chercher leur Oui, Pokéball, en bas avec leurs collègues, et puis oui, c'est voilà. ça. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Voilà, tu vois? Et on a besoin de ces temps informels. On a Mm. besoin et c'est pas de la flagornerie, c'est pas de dire: «Ouais, je vais me faire un déj pour me faire un déj». Non, c'est juste, c'est une personne avec qui je travaille, c'est important de comprendre et puis de créer ce lien. Parce qu'on est tous en fait, on est tous dans le même bateau et en fait, c'est pour moi, c'est toujours dommage de laisser de l'argent sur la table de la négo si on s'était dit en bonne intelligence: «Allez, et si on mettait un peu de data sur la table? Est-ce que si on diminue la méfiance, si tu essayes d'éviter de me la mettre à l'envers et moi de voir la négociation comme un rapport de force, Mm. peut-être en bonne intelligence, il y aura un truc à faire». Mm. Est-ce qu'on voudrait pas essayer? Les commerciaux ont souvent une méthode, le MEDDIC. Mmh mh. Si on doit donner un conseil aux acheteurs, est-ce qu'ils doivent se faire un MEDDIC inversé, autre chose? Est-ce que tu as des tips à nous donner pour justement faire cette découverte et en complément de ce que tu viens de dire, hein? Ta découverte, elle doit être la plus neutre possible, quel que soit le système. Nous la phase de découverte, elle est très, très simple, hein. On vient questionner le problème. Ça C'est quoi la 1re question qu'on se pose, c'est quoi la valeur qu'on peut apporter à l'autre? Donc on fait une hypothèse là-dessus. Comment est-ce qu'on se différencie de l'écosystème pour apporter de la valeur? C'est quoi la pain point de notre interlocuteur? Et on part d'un principe qui est simple, c'est que notre interlocuteur, il est pas stupide. Donc il a un pain Mmh. point. S'il l'a pas réglé, c'est qu'il a un obstacle. C'est quoi l'obstacle? Qu'est-ce qui lui empêche de solutionner ce problème? Tu vois? Donc et on questionne ça. On questionne ça et en fait, la réalité, c'est que, heu ton interlocuteur va t'amener dans une zone qui est pleine d'incertitudes et que tu ne maîtrises pas. Et ton sujet, bah, c'est de le comprendre et de voir comment est-ce que tu peux être une opportunité. Tu vois, mon 1er mentor avait, cette, cette subtilité et j'aime beaucoup dans le questionnement, parce que, tu vois, tu parles de MEDDIC, il y a plein de méthodes qui existent, mais c'est quoi ton intention dans le questionnement? Moi, j'ai vu des commerciaux qui étaient des brutes techniquement et qui sentaient la défaite. Pourquoi? Parce que le questionnement, il est dans le scare. Le scare, c'est que tu essaies de faire peur à l'autre, tu suis un système et ce système, il est là pour toi. Ton questionnement, il doit pas être dans le scare, il doit être dans le care. C'est cette volonté, en fait, d'augmenter l'autre, de prendre soin de lui. Et cette distinction de Mmh. Éric Blondeau,
si vous voulez regarder un petit peu son travail. Mais c'est ça qui est important, en fait. Et pour revenir sur le sujet, c'est quoi ton intention? Est-ce que ton intention, c'est de piéger l'autre ou est-ce que ton intention, c'est de l'augmenter? Après, quelle que soit Non, ta méthode. c'est plutôt de l'augmenter parce que de mon point de vue, si on essaye de contourner, d'argumenter, à un moment on va perdre, ou on passera à côté et on laissera de l'argent sur la table. Où on oubliera un certain nombre de choses qui pourraient peut-être être bénéfiques pour l'organisation. Et dans ce questionnement, Mais parfois, le système médic est très bien, mais c'est juste pour revenir dessus, hein, t'en as plein. Nous, on se pose la question du decision making process que tu retrouves un peu dans le médic. C'est-à-dire, c'est quoi le mandat, comment est-ce que vous avez l'habitude de prendre des décisions. En fait, il te faut une sorte de checklist. Enfin, on va revenir sur Ramos, hein. Il te faut une forme de checklist. Tu as des indicateurs, tu as besoin de savoir s'ils sont là, s'ils sont pas là. Est-ce qu'il y a une maturité, est-ce qu'il y a une ligne d'achat, est-ce que c'est un nice to have, est-ce que c'est un must have pour ton interlocuteur? Est-ce qu'il a le pouvoir de décision? Est-ce qu'il a l'expertise pour comprendre le sujet, hein? Si c'est pas le cas, bah, peut-être qu'il faut un avant-vente. Sur quoi il va baser sa décision? Oui, oui, bien sûr, il est faux à ces questions. En fait, il faut une méthode. Cette méthode, elle est propre à chaque industrie. et parfois, dans la réponse qu'on a des interlocuteurs, il y a un flou qui est entretenu sur les règles internes, les contrats, etc. Et j'ai un client que je ne vais pas citer, mais je pense qu'il se reconnaîtra. Il aime beaucoup les thèmes de négociation. Il me dit, c'est simple, avec cet éditeur-là, comme beaucoup d'autres, tu commences ta règle, ton Monopoly, et en fait, la rue de la Paix devient la rue de Belleville. Il change les règles à chaque tour. Mmh. Et c'est extrêmement compliqué de mettre en place tout ce qu'on vient de se dire. C'est C'est compliqué que les parce règles que évoluent au fil du temps. la surprise est une émotion extrêmement préjudiciable dans la négociation parce que ça amène de la peur. Le manque de cohérence, le manque de loyauté sur les règles qu'on s'est fixées, amène de la peur et cette peur, bah, elle nous fait remonter à des niveaux de: «Bon, bah, maintenant, comment est-ce qu'on a fait dans le passé dans ce type de situation?» à davantage de peur. Comment est-ce que j'attaque? Comment je cède? Comment je fuis? Et c'est la pire c'est la pire des stratégies, d'une certaine manière, en négociation, que de distiller de la peur. Donc Euh, c'est compliqué. les négociations complexes, parfois, hein, on a beaucoup d'interlocuteurs, notamment en interne, Mmh. et parfois, on peut être trahi par l'interne. Quand je dis Bien trahi, sûr. attention, Oui, hein, oui, oui, parce qu'on n'a c'est, pas tous les mêmes intérêts. C'est ouais, pas les mêmes enjeux. un C-level dit, ah bah, on adore vos solutions, on va mettre en place de l'IA, évidemment qu'on peut le faire qu'avec vous, on va mettre en place ça, etc., etc. Comment on arrive à essayer d'organiser une ligne de, pas de défense, mais une ligne d'intérêt commun pour avancer dans un égo et tirer le plus possible de la négociation. En fait, il faut ce qu'on a nous, on parle d'état final partagé, donc il faut un état Mm. final partagé, une promesse, qui fédère tout un collectif, donc toute une organisation et puis après derrière, c'est une organisation, c'est une somme d'individualités. Et donc, on est obligé d'avoir des états finaux partagés, qui soient adaptés à chaque personne ou chaque département. Parce que, l'intérêt du service juridique, c'est pas le même que celui des sales Ouais, et c'est pas le exact. même que celui du C-level. Et donc, en fait, tu un enjeu qui est l'enjeu de la boîte et puis après, tu as des enjeux, des intérêts qui sont personnels. Par département, personnel, Par silo etc. exactement, par silo et même dans le silo, tu peux avoir, des intérêts qui sont divergents entre les acteurs. Parce que tu as Gérard, qui va partir à la retraite, alors je te fais stéréotype, hein, Mm, mais qui veut faire, son baroud d'honneur en installant la dernière solution innovante et qu'on se souvienne de lui dans 5 ans. Tu as mm. peut-être Pierre qui vient d'arriver en poste, aversion à la perte et donc qui se dit: «Bah, moi surtout, pendant 1 an, il faut tenir bon, je veux pas me faire cramer, donc c'est pas à moi de prendre les risques maintenant». Heu, et puis tu as peut-être, une autre personne, ça fait 5 ans qu'il est dans la boîte, on lui a promis, s'il fait un gros projet de transfo, un autre poste, dans une autre région ou ailleurs, et il le voit comme le messie et donc lui, il va prendre des risques et les enjeux personnels généralement lead davantage, j'ai l'impression, que la stratégie d'entreprise avec une vision à long terme.
On est une somme d'individualités. Et là, c'est vraiment intéressant parce que tu te rends compte, le travail d'Alice Lefanchek le décrit très très bien avec cette phrase, qui est professeure à la Sorbonne. Euh, L'hétérogénéité du groupe génère de l'incertitude dans la prise de décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on est nombreux et plus c'est compliqué, bien évidemment. Enfin, si tu veux faire une réunion Ouais. stérile et inutile, Ah bah tu t'invites mets, 20 tu personnes. mets, ah, exactement. T'en invites 20 en face et t'en mets 10 de ton côté. Mm. Oh, alors là, et- nul. Ni fait ni à faire. Et Oui, dans l'idéal, il faut aller chercher des petits nombres et il faut être moins nombreux que l'autre en plus. faut être moins nombreux que l'autre. C'est-à-dire, Oui. l'éditeur, ils sont 3, toi, tu viens 2. Ouais. Alors pourquoi? C'est marrant, c'est excellent cette remarque parce que souvent, il y a différentes écoles qui te disent alors, s'ils sont 4, il faut être 5, s'ils sont 4, il faut être 4. C'est Ok. Je hyper t'explique. intéressant ta remarque. Ah, je suis désolé, je pensais pas. Ouais. Euh, 1. L'hétérogénéité du groupe génère de l'incertitude. Plus on est nombreux, plus c'est compliqué de prendre une décision. Deuxième chose, ça nous ramène à la notion de pouvoir. C'est quoi le pouvoir en négociation? Le pouvoir, c'est la capacité à posséder ou détenir une ressource que l'autre valorise. Ça veut dire que ton pouvoir en négociation, c'est ta capacité à solutionner le problème de l'autre. Tu peux pas avoir d'opportunité si t'es pas une opportunité pour l'autre. On est d'accord là-dessus? Mhm. Maintenant, quand tu mets tout ça en place, tu te rends compte que archaïquement, dans notre cerveau de mammifère, le pouvoir, il est dans la négociation. Donc, c'est une vue de l'esprit, hein, c'est subjectif, capacité à posséder ou détenir une ressource que l'autre valorise. Mais archaïquement, on a l'impression que le pouvoir, il est lié au muscle et au nombre de personnes sur lequel on est. Et ça veut dire qu'on a l'impression que parce qu'on est 5 et qu'ils sont 3, on a plus de pouvoir. Ce qui est faux en négociation, ça n'a rien à voir. Et Ouais. donc, en fait, si toi, tu es moins nombreux, ça te permet plusieurs choses extrêmement bénéfiques dans ta négociation. Un, tu es moins nombreux, donc tu seras mieux organisé, et donc tu seras plus simple sur ta prise de décision. Deux, ils seront plus nombreux, donc ça sera plus compliqué pour se mettre d'accord. Trois, ils vont avoir la perception d'être en sentiment de supériorité et que toi, tu es en position de faiblesse. Et donc, il y aura potentiellement plus d'erreurs qui sera fait de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as un jeu qui s'appelait Mafia, je sais plus la date, je crois que c'est les années 80, qui a été transformé par le jeu Loup-garou, tu vois, qui passe, le jeu du loup-garou, un jeu de société. Je sais pas si ça te parle. Oui, ça me Où parle. le jeu du loup-garou pour expliquer aux gens. Tu as des cartes et sur une population, tu as des loups-garous qui sont 2 ou 3 et puis tu as des villageois qui sont 7-8 généralement, assez proportionnel. On ferme les yeux, tout le monde ferme les yeux, les loups-garous tuent un villageois et puis après tu as le maître de jeu qui dit: «Ouvrez les yeux» et puis les gens ne savent pas ne savent pas qui est villageois, qui est loup-garou, ils doivent trouver les loups-garous et les éliminer. Ce jeu qui est dans les années 80, il faudrait vérifier la date, qui a été développé par Dimitri Davidov, qui était un étudiant russe, en fait, avait pour vocation de travailler sur la notion de pouvoir et d'information. Et on se rend compte que les loups-garous gagnent généralement plus que les villageois. Pourquoi? Parce qu'un petit nombre organisé est toujours plus puissant qu'un grand nombre désorganisé au niveau de la data. Et c'est ça sa thèse centrale sur ce jeu Mafia qui s'appelle Loup-garou. Donc, vaut mieux être moins nombreux, organisé avec une bonne data, qu'avoir un groupe plus nombreux qui ait l'impression d'être en supériorité, et c'est une impression, c'est une vue de l'esprit, et qui en plus va pas avoir une data et une mécanique de décision fine. Ouais, je suis plutôt aligné avec toi sur le petit nombre. On travaille sur les notions de core team, qui est responsable de quoi, qui lead, qui fait Exactement. quoi, qui est machin, etc. Qui a le stream achat, qui a le stream légal, qui a le stream workplace, qui a le stream cloud, qui a le stream, etc. Et puis il y a un patron de cette core team qui arbitre, qui décide. T'as un chef d'orchestre, et puis après, dans ton équipe, c'est pas tout le monde prend la parole quand il veut, c'est chacun son Non. expertise, chacun son rôle. Et après, le chef d'orchestre, il est là pour l'idée, enfin, vraiment comme un orchestre, hein, Mhm. pour donner la parole. Mais ça sera, après, rien n'empêche, au contraire, dans la phase de préparation, dans la phase de débrief, nameless, rankless, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de grade, Mhm. tout le monde Ouais. participe au même niveau. Mais dans la phase de négociation, c'est pas possible. Ça génère trop de bruit, dans le sens bruit biais, dans la prise de décision. Ouais, et puis ça peut déraper si c'est pas maîtrisé. Enfin bref. Bon. Euh, Prenons un exemple qui peut arriver dans la vie quotidienne de nos clients, dans les modèles de software as a service. De notre point de vue, la négociation, elle est perpétuelle. Mm. Euh, et euh, l'éditeur
annonce des augmentations de prix, des changements de package, etc., etc. Un certain nombre de choses et potentiellement ça va impacter ta facture de 15, 20, 30, 50, 400%. On l'a déjà vu. Comment on dit non? Bah, en fait, le non, il est pas compliqué, hein, il faut juste dire non. Après, il faut assumer les conséquences. Si tu veux. Non, mais comment tu dis non? Tu dis non, tu ouvres la bouche, tu dis non. Et c'est derrière, est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences? Mais et c'est intéressant parce que quand tu négocies dans cette situation qui peut être un pseudo-monopole, hein, en face de toi, ou en Exact. tout cas, tu as peu d'alternatives, beaucoup de dépendance, bah, en fait, négocier, c'est trouver un accord avec quelqu'un qui peut te dire non. Au moment où tu as plus la capacité de dire non, c'est plus un processus de négociation, ça devient un processus de soumission. Tant que tu es otage de l'accord, tant que tu as pas la capacité de dire non, en fait, tu es dans un processus de soumission. Alors tu te soumets, le moins possible dans l'idéal, mais tu restes dans ce processus de soumission. Mais si tu te soumets, c'est que ça reste acceptable pour toi. En fait, c'est la réalité d'un point de vue purement Mmh. factuel. Jusqu'au jour où tu te dis: «Mais là, c'est pas tenable» et tu trouves une alternative où tu changes ton business model, tu pivotes et aujourd'hui, tu vois, enfin, le on en est sur le tout début, de l'IA, mais Ouais. on a des structures comme Claude avec notamment une notion de cowork, entre autres, hein, mais pas que, qui ont permis à certains de développer des notions en 24 heures, qui est une solution, SaaS, mais plein d'autres solutions et en fait, je alors on aura toujours, sur les grosses entreprises, du CAC, cette notion qu'on retrouvait, hein, dans les années 90, je sais pas si tu te souviens de cette phrase: «On n'a jamais viré un DSI pour avoir choisi IBM». Oui, bien sûr. Oui. Voilà, bon, quand tu prends le Maintenant, tu peux le leader. remplacer par AWS, par Azure, Oui, voilà, mais je ne voulais pas nommer de player mmh, d'actualité. Mais c'est exactement ça. Donc le do it yourself, d'une certaine manière, il est limité pour des grosses organisations. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, heu, il y a un business model où quand ça sera intolérable, je pèse les mots, pour une entreprise de dire: «Bah, je suis en situation de dépendance économique avec, tel acteur et puis aujourd'hui je perds de l'argent sur ce business model». Si je suis pas capable de pivoter, si je suis pas capable d'avoir, d'autres solutions, bah, de trouver des alternatives. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours de la contrainte que naît la créativité et l'innovation. Si tu as pas de contrainte, bah, tu continues à travailler avec tes éditeurs de mmh, SaaS et puis au pire tu râles: «Oui, mais c'est pas cool». Bah, enfin cool, génial. Mais en attendant, tu payes et tu gagnes beaucoup d'argent de ton côté. Oui, c'est vrai, bon, OK. Jusqu'au moment où c'est plus vivable pour toi et en fait, l'énergie que tu vas avoir, cette contrainte qui est inhérente, qui est structurelle, c'est chaque situation en fait, si tu veux, c'est cyclique. Chaque situation de concurrence amène à des situations de monopole et chaque situation de monopole, à un moment donné, génère une forme de concurrence. C'est d'une certaine manière la la c'est la beauté de ce système capitaliste, c'est qu'il est pas fini en soi, c'est itératif. Donc tu fais au mieux quand tu es dans cette situation de dépendance pour subir le moins possible, pour trouver d'autres alternatives jusqu'au jour en fait, bah, c'est plus où tu prends acceptable. conscience de ça et c'est plus acceptable. Bah, parfois, on a vu des cas où bon, il y a des choses qui sont plus acceptables techniquement, contractuellement sur du prix. Hem Et on a vu rarement, mais des égos touchés. L'ego dans la négo, comment tu vois ça? Ah ouais, alors, bah, moi ma perception, j'en suis désolé, c'est que je pense que l'ego n'est pas un problème. OK. L'ego, c'est mon moi freudien. Tu vois? Je peux pas avoir trop de Julien dans Julien et c'est grâce à cet ego que je vais faire preuve d'assertivité. C'est grâce à cet ego que j'accepte, la difficulté, j'accepte la complexité, que j'accepte, de naviguer dans cette incertitude. Hem et c'est grâce à cet ego que je fais valoir les droits de mon entreprise. Donc l'ego, pour moi, dans mon référentiel, n'est pas un problème, même si je peux comprendre que la rime prime, c'est-à-dire Mmh. pas de négo en égo. Bon, c'est mignon, c'est OK, cool, mais c'est inexact. Par contre, le problème, c'est le côté obscur de l'ego et le côté obscur de l'ego, c'est l'orgueil et quand tu touches l'orgueil de ton interlocuteur, il ne cherche plus à obtenir le maximum de la situation, il cherche à se donner raison et là, c'est un vrai piège Et parce que pour se donner raison, il va en faire une affaire de principe et il va te causer du tort et il sera capable de dire: «Ouais, ce deal, je m'en fous de le perdre. Ouais, je vais perdre de la thune, mais je vais en faire une affaire de principe» et là, c'est là que tu te rends compte que tu as tout perdu dans la négo. Parce que quand tu touches l'orgueil, l'orgueil n'a pas d'oreille. Ça veut dire quoi cette métaphore? L'orgueil n'a pas d'oreille. Si tu peux pas écouter, qu'est-ce que tu fais? Tu parles.
Et là, tu as tout le monde qui parle. Ouais, patati, patata. Et donc, Mm, mm, mm. tu rentres dans ta victoire à la Pyrrhus où tu veux juste te donner raison. Mais quand tu veux te donner raison, tu veux pas obtenir le maximum de la situation. C'est un peu ce dilemme qu'on avait déjà partagé ensemble. Est-ce Oui, que tu veux obtenir le maximum de la situation ou est-ce que tu veux avoir raison? Tu peux pas avoir les deux en même temps. Et quand tu touches l'orgueil, les gens, ils sont toujours animés par cet espoir de bénéfice, qui est le principe numéro un. Mais cet espoir de bénéfice n'est plus d'obtenir le maximum, il est de se donner raison. Et donc, c'est pour ça qu'on doit toujours faire attention à ne jamais toucher l'orgueil de notre interlocuteur. Et ce qui est cohérent dans notre système, c'est que si demain je fais une négo et que vous êtes 5, j'ai aucune raison d'arriver à 7, parce que ça va générer de la peur archaïquement et que oui. peut-être même votre orgueil va être touché. J'ai tout intérêt, moi, à être 2 ou 3. Je pense que 2 ou 3, c'est le bon dénominateur. 3, c'est très bien. Euh, pour que tu aies l'impression d'être à l'aise, pour que ton orgueil soit moins touché, que tu aies la position d'être sur un sentiment de supériorité et de force. Donc, tu vois, Co- le problème, il n'est pas sur l'ego, il est sur l'orgueil de nos interlocuteurs. Vos univers, nos univers, sont assez durs comme ça pour trouver un accord. Mm, Si je oui. rajoute en plus la couche complexité, plus de l'orgueil, ouais, trop dur, trop dur. Je reviens sur le thème précédent. Euh, Est-ce que en venant moins nombreux, on peut aussi dire, enfin, nos interlocuteurs en face disent, bon, ok, ils me prennent pas au sérieux. Intéressant. Euh, Alors, soit tu par te le déplaces. casting qui Ah oui, convient pas, soit alors le casting qui convient pas, ça je peux l'entendre, et tu mets des personnes c'est qui ça. n'ont rien à voir, qui ne sont très loin, ça je peux le comprendre. Mais si c'est des personnes qui sont en charge, en responsabilité et qui sont moins nombreux, est-ce que ça peut aussi envoyer un message de dire, bah, en fait, T'en es pas responsable. Ça se questionne. Oui, ils sont 6. Tu mets 6 stagiaires de ton côté, vous êtes assez nombreux et il ne se passera mais- rien. Maintenant, mais- si tu mets 3 personnes et que vous avez mandat, c'est-à-dire dans ton mandat de prendre certaines décisions, bah non. En fait, c'est lié plutôt au mandat et à l'expertise. Est-ce que j'ai mandat et, pour m'engager? et en face, si nous on est trois avec mandat et que les six en face n'ont pas de mandat, c'est à la Corp, c'est au deal desk, c'est je sais pas où. Bah voilà. Donc tu vois, Comment c'est on fait pour typiquement, sortir de cette situation de c'est pas sérieux? c'est pas sérieux, c'est notre référentiel. Après, eux, en fait, c'est quoi leur intention là-dedans? Tu vois, on en revient, c'est quoi l'espoir de bénéfice qu'ils vont avoir? Mm. S'ils ont mis 6 personnes qui sont pas en capacité de prendre une décision, ils l'ont pas fait juste pour perdre 2 heures de leur vie. Est-ce que c'est de gagner du temps dans la négo? Est-ce que c'est Ah, de vous épuiser? Est-ce que c'est de générer une frustration pour que potentiellement derrière il y ait des erreurs qui soient faites? Euh, c'est quoi l'intention? Quel est votre objectif? Quoi? Aidez-nous à vous aider. Tu vois? ouais, et tu viens sur un sujet effectivement de la maîtrise du temps dans la négociation. Euh, les éditeurs, bien souvent, sont drivés par les quarters Ouais. ou les échéances fiscales. Euh, et parfois, on a le sentiment bah, que ça veut accélérer ou bien pas du tout. Comment on peut gérer cet équilibre en ayant aussi en tête, et là je reviens sur le truc basique du début d'échange, vendor locking, gestion du temps, si je renouvelle pas, j'ai de la coupure, etc. La réalité, c'est que si tu te dis je veux gérer le planning, le temps, tu te mets en situation de dépendance. C'est-à-dire que tu vas avoir un accord. Qu'est-ce qui énerve? Et donc je reviens au début, hein. Qu'est-ce qui énerve Trump quand il négocie avec Poutine? C'est qu'ils ne sont pas sur la même temporalité. Il y en a un, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir et il y sera encore Ouais. peut-être dans les 20 prochaines années. Donc il n'a pas d'enjeux électoraux. Et il y Alors en que a lui, un il est qui est. mi-terme. Et lui, il a les mi-termes. Donc, si tu vois, c'est pas le même sujet. Qu'est-ce qui génère de la frustration? Ce qui génère de la frustration, c'est quand tu sors de ta réunion et que tu voulais un accord et que tu l'as pas. Ce qui génère pas de frustration, c'est de dire bah, je suis dans le système. Ce qui génère la frustration, c'est de contrôler l'incontrôlable. Je te donne une anecdote d'une personne qu'on avait accompagnée. Il part en Chine, il bloque sa semaine pour faire une négo avec les Chinois. C'était il y a quelques années, parce que c'était un de mes mentors. C'est pas une personne qu'on a accompagnée, c'est un de mes mentors en négo. Et il m'explique, hein, son rétexte avait été intéressant. Il part en Chine, il arrive le lundi, boum, première réunion avec les Chinois, mardi, tournée des usines. Je te stéréotype le truc à peine, Bien mais sûr. on fait un peu la tournée des bars et des restaurants. Et il commence la négo le jeudi, voire vendredi.
limite dans le taxi direction l'aéroport. Et les Chinois lui disent, bah écoute, merci beaucoup pour l'avancée, tu as une compréhension un peu plus fine, ça, on reprend lundi. Mais lui, il avait expliqué à sa femme qu'il rentrait le week-end. Et quand il y retourne le lundi, parce qu'il est resté, tu penses qu'il commence la négo dans quel état d'esprit? Il est frustré, il est impatient. Pourquoi? Parce que son orgueil lui a laissé penser que le vendredi, il aurait closé son deal. Ouais. Or, les Chinois n'étaient pas sur la même temporalité. Et c'est stratégique de leur part. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la contrainte de l'un est la contrainte de l'autre en négociation. Ou bien une opportunité parfois. Oui, non, mais je veux dire, si je te dis, écoute, Guillaume, si à vendredi on n'a pas signé, moi je pourrais pas m'engager, cette contrainte que je te transmets, c'est aussi ma contrainte, parce que si j'ai pas d'accord avant vendredi, je vais avoir quelque chose à y perdre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une contrainte qu'on trouve beaucoup dans la grande distribution parce que en fait, les dates de négo, elles sont jusqu'au 28 février ou 29, là, une fois tous les 4 ans. Mais la contrainte, du fournisseur, c'est la même contrainte que celui qui vend ses petits pois, donc la centrale d'achat. Donc si tu as quelqu'un qui te met une contrainte et qui est une vraie contrainte, hein, qui est pas du bluff, il dit: «Moi, en fait, à telle date, j'ai besoin de signer», bah, indirectement, c'est une forme de contrainte pour toi. Tu vois le Ouais, rapport, ouais, ouais, je vois très bien. Je vois très et bien. donc en fait, beh, les éditeurs, beh, en fait, oui, on sait que ils sont drivés par les quarters, hein. Si tu veux tes remises, il faut pas y aller en début de quarter, bien évidemment. Et puis après, quand tu as une entreprise qui dit: «Mais moi, telle date, si enfin, je suis obligé de m'engager parce que c'est compliqué», bah, quid? Qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'on est prêt à couper le service aussi en cas de non-accord? Mmh. Quid de l'output, des conséquences, de l'impact réputationnel? Parce que tu vois, quand ça se passe une fois, sur une entreprise, est-ce que ça donne envie de travailler avec d'autres, structures de ce genre dans la durée? Est-ce qu'on utilise le silence et si oui, comment dans la négociation? Ou, soit dans l'échange ou bien carrément on coupe les échanges, plus de textos, plus de mails, plus Ah, d'appels? alors Comment on ça gère c'est ça? des, plein de réponses. Heu, il y a la notion de ghosting, c'est-à-dire, Mmh, couper le silence radio. Moi, je le préconise pas. Vraiment, c'est parce que la seule personne qui doit être à l'aise, c'est l'autre. Tu vois? C'est un de nos mmh, principes de négo, c'est le numéro 2. Quand je coupe, la radio, quand je coupe, c'est que je te manque de respect. Par contre, je peux te laisser la mmh. responsabilité de couper. Écoute, Guillaume, là, il semblerait qu'on soit dans une impasse, qu'est-ce qu'on fait? Et je te relaisse la responsabilité. C'est pas à moi de le faire parce que ça serait irrespectueux et ça fait pas sens dans la négo. Donc la négo, elle s'arrête quand le silence, enfin, elle s'arrête pas en cas de non-accord, elle s'arrête d'une certaine manière quand le contact à l'autre est coupé. Voilà. Le silence, on va bien évidemment l'éviter sur ce qu'on est en train de faire là en ce moment, c'est-à-dire une visio. Visio, téléphone, ça a pas de sens parce que c'est jugé Ouais, trop offensif. ouais. C'est, «Guillaume, est-ce que tu m'entends? Allô?» Tu Oui, vois, je bouge la main devant la voilà, voilà. Trop offensif. Par contre, quand on est en face à face, le silence, c'est génial. Le silence, c'est génial parce que ça amène en fait, du silence, ça permet de réguler, les émotions, ça permet de diminuer l'intensité, de certaines informations, ça permet d'aller chercher davantage, de data et puis en plus, enfin, si tu veux, tu as une étude qui a été faite, qui s'appelle «Silence is Golden», de Jared Curran, c'est le MIT 2025, «Silence is Golden», si vous voulez regarder OK. et en fait, qui viennent apprécier, la notion du silence dans la négociation et en fait, il y a 2 choses très intéressantes dans cette étude. La première, c'est que les silences qui sont supérieurs à 3 secondes, alors ça a été apprécié jusqu'à 17 secondes en face à face, donc c'est très long. Mais les silences supérieurs à 3 secondes, entre 3 et 9 secondes, créent de la valeur dans le processus de négociation. C'est pas une opinion, c'est une étude scientifique 2021 par le MIT. Donc, ils ont mesuré qu'à partir de 3 secondes de silence, on crée de la valeur. Ça, c'est génial. La deuxième chose, et c'est la première colonne du tableau pour les gens qui regarderont cette étude, c'est que les réponses au tac, donc les réponses en deçà de 1 seconde et demie, détruisent de la valeur. C'est-à-dire que le silence a tendance à OK. créer de la valeur, mais la réponse au tac, tu me dis quelque chose, je réponds, ça détruit de la valeur. Et c'est là qu'on se rend compte que la négociation, ce n'est pas un débat. Le but n'est pas d'avoir raison ou tort, le but c'est de créer les conditions pour obtenir le maximum de la situation.
Silence is golden. Ouais, il y a très longtemps, j'ai passé un entretien, mais juste pour m'entraîner. J'avais Mhm. déjà ma cible, on était d'accord, et j'ai passé un entretien d'embauche, mais vraiment juste pour m'entraîner. Et la personne me pose des questions et je répondais du tac au tac. Mhm. Et ça s'est très mal passé. Très, très mal passé. Ouais. Et après, bah, tu vois, ça, c'est un mélange de choses. Je sais plus cette étude qui disait qu'en fait, quand tu réponds très rapidement, tu donnes la perception à l'autre que tu as confiance en toi. Les orateurs qui sont très rapides à répondre donnent l'impression qu'ils ont plus confiance en eux. Ce qui est vrai sur un débat télévisé, c'est peut-être très vrai. Et en même temps, tu regardes aujourd'hui ce que je considère comme des génies, Elon Musk, typiquement. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec certaines Ouais. choses, mais je pense, hein, tu vois, c'était pas Bill Gates, je sais plus qui, des réponses avec des 14 secondes. Steve Jobs, des réponses à 14 secondes. Où tu les vois, en fait, qui font un point focus en eux, 14 secondes, 15 secondes. Et, euh, et ça te donne de la valeur. La négociation, c'est accueillir la parole de l'autre pour avoir un accord, alors qu'il peut te dire non. Donc, avant, face à face, des temps de silence, tout simplement parce que tu écris. Moi, j'écris très très peu avec mon PC. Je n'utilise pas mon PC en Ego. Il est sur le côté, Mhm. il est ouvert, mais sinon, je suis au bloc-notes avec une tablette ou avec crayon papier. Bah, tout Ouais, simplement, mon cerveau, il est plus rapide que ma main, et donc ma main elle me permet de prendre mon temps. Et puis, si je prends une cartouche à un moment donné, bah, ça me permet de passer cet excès, cette émotion dans la pointe de mon stylo. Puis après, moi, j'ai un ancrage, je colle ma langue au palais pour faire preuve de curiosité. Mais voilà, donc l'écriture me permet de gagner quelques secondes, qui sont importants, parce que je veux pas réagir. oui, oui, et puis j'ai aussi une croyance, c'est que l'écran coupe quelque chose quand tu es en face à Bouclier, face. Ouais, ouais. bouclier, bouclier. Et oui, on prend des notes, ok, très bien, mais tu prends des notes sur une tablette, un papier, n'importe quoi, mais je pense que l'écran coupe cet échange que tu veux pourtant créer, tout ce qu'on a dit depuis quelques minutes, hein. Certains le diront que c'est d'un point de vue énergétique, pourquoi pas, je sais pas de... Ok. J'ai même cette sensibilité qui... Bah, tu vois, t'as vraiment... Mais pour moi, c'est vraiment... T'as un bouclier avec toi. Ton écran, c'est ton bouclier de gladiateur. Or, dans la négociation, ce que tu veux, c'est diminuer cette peur, donc tu peux pas avoir ton bouclier sur toi. Tu es obligé de mettre le bouclier sur le côté. C'est ça la métaphore. Ok. Il y a une dernière question que d'habitude tu poses, mais cette fois c'est moi qui vais te la poser. Qu'est-ce que tu dirais au Julien d'il y a 20 ans? Waouh! Oh, je me rends compte que je la pose à chaque podcast et je me suis même pas posé Exactement. cette... C'est horrible. Merci pour la question. Euh, Silence, on accueille. je- je- suis le process. Suis le Plus que... process. ouais. Ouais, le chemin de vie que tu as, il est incroyable. Suis le process. Ouais, c'est ça. Suis le process. Et confiance. Ose. Ose. euh, ouais. Je... Ose et suis le processus. Tu vois, je pense, quand j'étais très jeune, vers 20 ans, je me suis toujours dit le but de la vie, c'est l'objectif. Et en grandissant, je me suis dit, en fait, euh, le plus important, c'est pas l'objectif, c'est le chemin. Et, euh, et ça, c'était très vrai. Et à un moment donné, je suis devenu papa. Et quand je suis devenu papa, je me suis dit, en fait, plus important que l'objectif ou le chemin, c'est qui t'accompagne sur le chemin. Et aujourd'hui, je suis à un niveau où la vie fait que, et je me dis, plus important que l'objectif, plus important que le chemin, plus important de qui t'accompagne sur ce chemin, c'est qu'est-ce que tu apprends toi, Julien, sur ce chemin, qui t'est propre, qui est une quête de spiritualité pour moi. Et donc, suis le process. Celui qui aime marcher va plus loin que celui qui aime l'objectif. Eh bien, top. On va rester sur ça. Suivez le process, suivez votre Ramos comme Ça. l'équipe de France l'a fait samedi dernier. Julien, merci beaucoup pour cet échange hyper enrichissant.
Est-ce que Immense tu as un merci mot? pour l'invitation. Non, non, Ah, immense merci. Toujours un grand plaisir d'échanger avec toi, Guillaume. Merci beaucoup pour l'invitation. merci à tous. Si vous avez aimé ce podcast, merci. Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes. Et puis, à très bientôt pour d'autres thématiques. Merci Julien, bye bye.